Donc, je vais vous parler donc de l'association libre entre psychanalyse et neurosciences, ce qui est l'une de mes thématiques de recherche. Euh, donc, d'essayer comme ça de développer des travaux un petit peu d'articulation pardon, entre ces deux domaines. C'est pas évident de s'attaquer à cette thématique-là. Et dans les 45 minutes qui viennent, je vais essayer de faire un peu une synthèse entre psychanalyse et neurosciences, mais c'est un exercice délicat, puisque on pourrait faire un exposé beaucoup plus long uniquement sur l'association libre en psychanalyse ou uniquement l'association libre dans les neurosciences. Et donc, je m'excuse par avance si parfois mon discours paraît un petit peu superficiel. Je vais être obligé de faire quelques coupes et d'aller un petit peu rapidement sur certaines notions pour essayer d'articuler les choses entre ces deux approches. Alors, j'aime bien cette petite image que j'ai trouvée sur Internet parce qu'elle pourrait laisser entendre, comme on l'entend d'ailleurs parfois, que finalement, dans une psychanalyse ou de manière générale dans les pratiques analytiques, par exemple, on ne ferait que parler. Et par exemple, le fait de parler comme ça par libre association serait quelque chose finalement dont on comprend pas bien l'utilité et qui serait moins efficace peut-être que des thérapies où les choses seraient beaucoup plus organisées, beaucoup plus cadrées. Et en réalité, je pense qu'il n'en est rien. Et je vais essayer de vous montrer dans cet exposé pourquoi l'association libre, au contraire, est probablement quelque chose qui a été une sorte d'invention révolutionnaire de la part de Freud et qui a des effets profonds sur le fonctionnement psychique. Alors, ça fait quelques années que j'essaye d'explorer donc cette thématique de l'association libre. Si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir un peu plus loin, je vous le dis d'emblée, il y a deux articles sur ce sujet, l'un qui a été publié dans les Annales médico-psychologiques en français, et un autre article plus récemment dans Frontiers, qui reprend certaines idées de ce premier article, mais qui sont beaucoup plus approfondies voilà, dans ce deuxième travail. Et c'est un chantier qui est toujours en cours, et là aussi je voudrais m'en excuser, puisque vous verrez que voilà, j'essaye d'articuler les choses, mais l'exercice est difficile, parce que, comme l'a souligné notamment René, les modèles psychanalytiques, et notamment les modèles psychanalytiques de l'association libre, sont extrêmement complexes, extrêmement raffinés. Et de la même manière, quand vous regardez du côté des neurosciences cognitives, ce qui se fait dans ce registre-là, parce que ce n'est pas toujours ce terme-là qui est utilisé, mais ce qui s'en rapproche, est également très raffiné. Et donc, c'est vraiment complexe de rapprocher comme ça des champs distincts qui ont chacun des épistémologies différentes et chacun des modèles d'une grande complexité. Alors, ce qui anime un petit peu mes travaux actuellement, ce sont des grandes questions générales, on pourrait dire, comme comment peut-on modéliser les psychothérapies psychanalytiques et la psychanalyse? Qu'est-ce qui distingue les pratiques analytiques des autres psychothérapies? Ou encore, quelle est la nature des processus de transformation induites par ces pratiques analytiques? Et donc, tout cela conduit à une quatrième question, qui est quel est l'apport des neurosciences cognitives à l'intelligibilité des processus analytiques? C'est-à-dire, est-ce que, pour un clinicien d'orientation analytique, le fait de se plonger dans les travaux de psychologie cognitive, de neurosciences cognitives, est-ce que ça a en quelque sorte une portée heuristique? Et bon, ça fait quelques années que j'essaie de naviguer comme ça entre ces deux disciplines, comme plusieurs d'entre vous ici, et je suis toujours frappé de voir comment, on a l'impression que pour des psychanalystes, le fait de consulter les travaux de neurosciences, ça ouvre des portes, ça donne des idées, ça fait penser, et inversement, pour des neuroscientifiques, quand ils lisent de la psychanalyse, ça leur parle également. Et donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire aussi en introduction. Ce que je trouve intéressant dans ce dialogue entre neurosciences et psychanalyse, c'est la portée heuristique de chacune des disciplines pour l'autre. Donc voilà, c'est un peu dans cette perspective que je vais essayer d'aborder cette question de l'association libre. Alors pourquoi l'association libre dans ce débat ou ce dialogue entre psychanalyse et neurosciences? Eh bien, parce que c'est probablement l'une des notions qui se prête le mieux à ce travail d'articulation, comme le propose en particulier Thierry Esposito dans un très bel article qui porte donc sur
la psychanalyse et les neurosciences, et dans lequel ils expliquent notamment que l'association libre se situe parfaitement à cette interface. Voilà ce qu'ils disent. L'association libre offre une voie claire et précise en lien avec les neurosciences cognitives, les neurosciences de l'énergie libre et la psychiatrie computationnelle, afin de créer une connexion cohérente et approfondie entre les approches psychanalytiques et neuroscientifiques. Alors pour commencer, après cette brève introduction, je vais en quelques mots parler de l'association libre en psychanalyse, mais même si une nouvelle fois, il n'est pas évident en seulement une dizaine de minutes de résumer les théories de l'association libre en psychanalyse. Alors, on pourrait dire tout d'abord que l'association libre peut être considérée comme la règle fondamentale des pratiques analytiques. Et en quoi consiste cette règle fondamentale? On pourrait le résumer ainsi, c'est en gros, on propose à l'analysant, au patient, de dire spontanément et sans retenue ce qui lui vient à l'esprit. Ce qui est une consigne tout à fait simple à énoncer, tout à fait simple à comprendre et extrêmement difficile à mettre en application, puisque habituellement les êtres humains dans leur communication ordinaire, on va dire, ne disent pas spontanément ce qui se passe dans leur esprit. Ce serait extrêmement compliqué si dans nos relations sociales, on passait notre temps à dire ouvertement tout ce qui nous passait par la tête. Et donc, une nouvelle fois, je voudrais insister là-dessus, sur le fait que c'est une idée extrêmement simple, mais qui est une grande complexité à mettre en œuvre. Et souvent, il faut des semaines, des mois, voire des années, avant de vraiment parvenir, dans un dispositif thérapeutique, on est soi-même en position de patient, d'arriver à délivrer spontanément ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, je vais revenir sur les travaux de Freud sur l'association libre, mais il a dans la technique psychanalytique en 1913 une métaphore ferroviaire qui est très connue, la métaphore du train, qui est une sorte de consigne qu'on pourrait donner à un patient pour comprendre le principe de cette règle fondamentale de la psychanalyse. Alors voilà ce que dit Freud, il dit « Comportez-vous à la manière d'un voyageur qui, assis près de la fenêtre de son compartiment, décrirait le paysage tel qu'il se déroule à une personne placée derrière lui. Enfin, n'oubliez jamais votre promesse d'être tout à fait franc, n'omettez rien de ce qui, pour une raison quelconque, vous paraît désagréable à dire. » Et puis alors, je vous ai mis une petite image que j'aimais bien, puisque on voit comme ça cette personne qui regarde le paysage, mais on voit aussi son reflet en même temps qu'elle regarde le paysage, et je crois que c'est également une belle métaphore de l'association libre, qui est une sorte de reflet de l'âme, et qui permet comme ça, j'y reviendrai, de s'auto-approprier quelque chose de son propre fonctionnement psychique. Thomas, nous voyons toujours le premier dia, en tout cas moi. Oh, c'est pas possible. Effectivement, les diapos ne sont pas passés. Ah, fallait me le dire, c'est dommage. Bon. Je pense qu'il y a un problème là, c'est pas normal que. Il doit y avoir un problème avec le statut que j'ai. Alors, on va réessayer. Vous savez quoi? On va essayer avec un PDF. Et en espérant que cette fois-ci ça marche, parce que vous avez raté une bonne dizaine de diapositives. Alors. Voilà. Est-ce que vous la voyez, la diapositive? Oui. Est-ce que vous voyez la deuxième? C'est toujours la première. Ah, la deuxième, oui. Voilà. Donc ça, c'était les articles dont je vous parlais. OK. D'accord. Ça a bugué. C'est revenu. Là, c'est la troisième. Voilà. Donc maintenant, vous voyez la troisième. C'était les questions que je posais. Et là, c'est l'article de Thierry Esposito auquel je faisais référence. Et on en arrive à la slide où j'étais. Voilà. Donc, j'en étais à cette métaphore du train, cette personne qui regarde le paysage et qui se regarde en même temps. Et je voulais évoquer aussi le fait qu'il me semble qu'il y a eu une sorte de retour à l'association libre vers 2010 à peu près, il me semble. Et c'est un moment où alors, il y avait déjà notamment des textes de Jean-Luc Donnet sur l'association libre. Et puis René Roussillon, je vais en reparler, a publié plusieurs textes sur l'association libre à ce moment-là. Et au niveau international, c'est un peu la même chose. Il y a eu tout un retour à la mode de l'association libre, avec notamment des textes de Bolas, mais aussi et surtout plusieurs textes de Barat qui insistaient sur l'importance de revenir
à cette notion d'association libre dans les pratiques analytiques. Et puis il y a aussi quelques textes très intéressants de Scarfone sur cette question-là. Alors, quelques mots sur la théorie freudienne de l'association libre de manière extrêmement schématique. Dans les théories de Freud, initialement, l'idée c'est qu'il y a des expériences traumatiques, et ces expériences traumatiques vont induire un certain nombre de défenses, qu'il appelle des défenses primaires, et ces défenses primaires vont induire des points de fixation dans le fonctionnement psychique, points de fixation qu'on trouvait également dans les théories de Janet, par exemple. Avant cela, il y a toute une archéologie de la notion d'association libre, il faudrait remonter à Mesmer, à Puységur, Faria, Deleuze, pour montrer comment il y a toujours eu une sorte de théorie d'un flux psychique, mais qui était théorisé extérieurement et qui progressivement a été intériorisé. René Roussillon a très bien montré tout ça dans un ouvrage qui s'appelle Du baquet de Mesmer au baquet de Sigmund Freud. Et donc on retrouve chez Freud cette idée comme ça de défense qui vont limiter les capacités associatives du sujet et qui vont limiter les capacités de synthèse de l'expérience. Alors, Freud il va lui falloir un certain temps avant de parvenir à expliciter cette consigne de l'association libre. Et au départ, il va faire une sorte d'association libre qui serait plutôt focale. Et notamment, alors vous savez, au départ, il utilise l'hypnose, il invite la personne à raconter une expérience traumatique, et puis il voit les associations libres qui viennent à ce moment-là. Donc on est focalisé, on pourrait dire, sur le trauma au départ. Et puis il fait la même chose un peu avec les rêves, c'est-à-dire qu'il comprend que pour comprendre le contenu latent des rêves, il faut s'intéresser aux buissons associatifs qui accompagnent les rêves. Et puis ensuite, de manière plus générale, il va s'intéresser donc à l'étude des complexes associatifs par le biais de l'association libre. Et on pourrait dire qu'à ce moment-là, l'association libre devient un petit peu l'équivalent du microscope des biologistes. C'est-à-dire que les psychanalystes, leur microscope à eux, c'est l'association libre. C'est l'outil qu'ils ont le plus performant pour explorer le fonctionnement psychique. Et c'est ça qui va permettre, c'est l'un des outils majeurs qui va permettre à Freud de faire tout un ensemble de découvertes. Mais ce n'est pas uniquement un outil qui est froid, désincarné, c'est un outil aussi, et c'est d'ailleurs assez fascinant, c'est que le déroulé associatif a des effets thérapeutiques, il a une dimension thérapeutique profonde de l'association libre, et donc Freud va comprendre qu'on peut à la fois utiliser l'association libre comme un outil d'exploration, mais également comme un levier thérapeutique absolument formidable. Et donc, grâce à ce microscope de l'association libre, il va développer toute une théorie complexe de l'appareil psychique, qui va évoluer dans le temps, mais l'une de ses grandes avancées, c'est probablement, on en a parlé déjà tout à l'heure, la distinction entre les processus primaires et les processus secondaires. Et c'est important parce que ça montre qu'il y a une hétérogénéité des types de fonctionnement psychique, et s'il y a une hétérogénéité des types de fonctionnement psychique, il y a une hétérogénéité de l'association libre et de l'associativité, mais j'y reviendrai ensuite. Alors, si je fais un bond vers les théories contemporaines de l'association libre, je voulais relever quelques éléments qui me paraissent importants. Tout d'abord, revenons à Freud très brièvement. Freud explique qu'il ne s'agit pas simplement de placer le patient en état d'association libre, il s'agit également, pour l'analyste, d'être lui aussi dans un état particulier, et dans ce qu'il appelle l'état d'écoute flottante, qui est une sorte d'état d'association libre chez le clinicien. Et donc ça, c'est un élément absolument fondamental. L'association libre, ce n'est pas uniquement d'associer librement en présence de manière solipsiste, c'est associer librement en présence d'un autre qui associe librement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre dans le positionnement clinique. Et une petite anecdote d'un patient, c'était un patient que je voyais habituellement en fin de journée. Et vous savez, quand vous avez déjà vu un certain nombre de patients dans la journée, les derniers patients, vous rentrez assez facilement, assez aisément dans un état quasiment modifié de conscience, qui est proche du coup de cette écoute flottante. Et ce qui était agréable avec ce patient, ce que j'aimais bien, c'est qu'il associait librement facilement. C'est-à-dire qu'il avait implicitement compris un peu cette consigne de l'association libre, il arrivait, et c'était très agréable de voir comment parfois, sur des séquences très longues, il pouvait associer librement d'une manière très fluide. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que des fois, vous savez, on sort les rats, mais au contraire, on essaye d'accompagner la personne vers un état d'association libre. Mais là, lui, il associait très librement. Et un jour, il m'a dit ceci, il m'a dit, c'est marrant, vous savez, j'ai essayé chez moi. J'ai essayé, je me suis mis sur mon canapé,
d'associer librement, de parler librement comme ça. Et il m'a dit, mais c'est marrant, ça ne fait pas la même chose. Et donc, il avait parfaitement compris le fait que l'association libre, c'est pas uniquement comme ça, se placer quasiment dans un état méditatif d'association, c'est associer avec un autre qui est là et qui porte une attention et qui lui-même est traversé par une forme d'associativité. Alors, donc comme je vous le disais tout à l'heure, René Roussillon a écrit plusieurs textes sur cette question de l'association libre, qui me paraît important de reprendre quelques notions principales. Tout d'abord, l'idée qui rejoint ce dont on vient de parler, que l'association libre, peut-être vaut-il mieux parler d'associativité, et même d'une associativité intersubjective, ce que René Roussillon propose d'appeler une co-associativité qui va associer le patient et le clinicien, et qui souligne comme ça que l'association libre, j'y reviendrai, il en a été d'ailleurs question tout à l'heure dans le petit débat entre Ariane et René, c'est que l'association libre n'est pas uniquement du registre verbal, elle est polymorphe, elle est beaucoup plus complexe. Et donc, René a cette expression que je trouve extrêmement parlante, c'est comment certaines expériences traumatiques, des expériences non symbolisées, vont venir boursoufler l'associativité du patient. Et on va entendre quelque chose du trauma, quelque chose du corps, à travers les mots. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, ça conduit une nouvelle fois René Roussillon à cette idée d'une associativité polymorphique. C'est-à-dire qu'il y a une associativité qui va au-delà du langage, il y a une associativité du corps, il y a une associativité des affects, il y a un ensemble comme ça auquel il faut savoir être sensible. Et puis, il y a une autre notion qui, je trouve, est très parlante dans la clinique, c'est la notion de générativité associative, également proposée par René. C'est l'idée que, à un moment donné, vous allez, par exemple, poser une question ou faire une petite interprétation au patient, et là, vous sentez qu'il se passe quelque chose dans la tête du patient et qu'il y a énormément d'idées qui affluent, il y a une générativité d'association, et donc moi c'est ce que j'appelle parfois l'effet sapin de Noël, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un coup on a mis le courant, et tout s'allume, tout s'éclaire, et il y a une émergence comme ça de ce que Bion appelle un fait choisi, et qu'à l'occasion de l'aspect débridé de l'association libre se produit un processus de symbolisation, un processus de transformation. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des notions qui viennent orienter finalement, qui viennent raffiner, qui viennent préciser le positionnement clinique et la manière de concevoir l'association libre. Et puis, si on va encore un peu plus loin, cette notion de co-associativité, on peut l'articuler, bien évidemment, on a parlé tout à l'heure, de tous les travaux de David Locher sur la copensée, ce que Nicolas Georgiev propose d'appeler aussi de ce terme élégant de copsychéité, et ce qu'on retrouve aussi chez Ogden et Green, c'est la notion de tiers analytique, c'est-à-dire l'idée qu'à un moment donné, l'association libre, les états d'associativité, d'écoute flottante, d'association libre du patient sont si prononcés dans des phénomènes quasiment de régrédience qu'il se produit une sorte de champ commun aux patients et aux cliniciens, et que cette association, elle devient, si vous voulez, un ensemble à partir duquel va émerger tout un ensemble de processus thérapeutiques. Et vous savez, ça a notamment été abordé, j'aurais pu l'indiquer aussi, avec la notion de champ chez les Bérengers, et puis tous les travaux post-bioniens autour de ça, qui montrent qu'à un moment donné, l'association libre fait exploser, en quelque sorte, ou elle rend poreux les limites psychiques du patient et du clinicien. Donc vous voyez, forcément, ça transforme la manière de concevoir l'association libre. Ce n'est plus l'utilisation de l'association libre comme un microscope froid, comme le ferait avec un biologiste qui étudie une bactérie. C'est beaucoup plus complexe. Les psychés se mélangent. Alors voilà, comme je vous l'avais dit, ça serait bref sur la question de l'association libre en psychanalyse. Et maintenant, je vais faire le grand saut vers les neurosciences en essayant de faire des passerelles, c'est-à-dire de montrer comment, pour un lecteur qui connaît un peu ces théories psychanalytiques, en lisant les travaux des neurosciences cognitives, on se dit, tiens, là, il y a des points de convergence, il y a des points de complémentarité, et à nouveau, il y a des éléments où on sent qu'il y a on a l'impression parfois de mieux comprendre les choses à l'interface des domaines. Alors, premier élément, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais on pourrait en parler très longuement, c'est ce qui m'a frappé le plus quand j'ai découvert notamment les travaux de Kahneman,
c'est le parallèle avec les processus primaires et les processus secondaires de Freud. Et j'étais très surpris parce qu'à ce moment-là, j'ai regardé dans la littérature et ça n'avait été décrit par personne. Alors j'ai peut-être raté des publications, mais j'étais quand même très surpris. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Kahneman, c'est un professeur de psychologie cognitive à Princeton qui a pour particularité d'être le seul psychologue à ma connaissance qui est prix Nobel. Alors il est prix Nobel d'économie. Et donc, sa grande découverte, c'est le fait que le fonctionnement psychique est hétérogène avec deux systèmes qu'il appelle le système 1 et le système 2. Et il a, par tout un ensemble de petites expériences très ingénieuses, mis en évidence que ce système 1 et ce système 2 fonctionnent de concert et ont des logiques différentes avec ce qu'il appelle une machine associative, une cohérence associative en particulier du système 1, avec ce qu'il appelle également des heuristiques, c'est-à-dire que le système 1 a tendance à prélever certaines informations d'une certaine manière. Voilà. Et ce qui est assez frappant, c'est que quand on compare la théorie de Kahneman avec la théorie de Freud, on a quasiment l'impression que, alors je ne pense pas que Kahneman ait lu Freud, mais on a quasiment l'impression que d'une certaine manière, Kahneman a fait un modèle réduit. Il a simplifié certaines hypothèses de Freud et il a opérationnalisé les hypothèses de Freud et il en a fait des petits dispositifs expérimentaux qui étaient testables. Alors, du coup, quand on regarde, là, je vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'essentiel de mon exposé, mais si vous vous amusez à regarder le système 1 de Kahneman et le système primaire, les processus primaires de Freud, et la même chose pour le système secondaire et le système 2 de Kahneman, vous voyez que c'est très proche, en tout cas qu'il y a des points de connivence. Alors, on ne peut pas complètement, ils ne parlent pas exactement de la même chose, hein. On ne va pas non plus aller dire que c'est exactement le même système, surtout que Kahneman est plutôt au niveau conscient, et je dirais moi au niveau du comment de cette hétérogénéité du fonctionnement psychique. Freud est davantage dans une approche plutôt inconsciente de l'émergence des pensées, et je dirais même du pourquoi il y a une hétérogénéité des fonctionnements psychiques. Mais tout de même, voilà, je voulais souligner cette première chose, c'est que par association libre, Freud est arrivé à l'idée qu'il y avait comme ça une hétérogénéité avec deux grandes catégories de processus, on pourrait dire, et que cette idée-là a été retrouvée dans les travaux de Kahneman, et qu'on peut faire là déjà un certain nombre de passerelles, puisque comme je vous le disais, qui dit hétérogénéité de fonctionnement psychique dit les logiques associatives qui sont différentes et qu'on va retrouver en clinique. C'est bon, vous voyez toujours les slides, vous m'entendez toujours ? Très bien, très bien. Parce que moi, je ne me vois pas, donc si je perds la connexion, je peux parler comme ça pendant 45 minutes. On interviendra. Non, là, voilà, je vérifierai que vous êtes toujours là. Alors, deuxième auteur dont je voulais vous parler, c'est Carl Friston. Carl Friston, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un médecin, psychiatre, professeur de neurosciences, qui est actuellement le neuroscientifique le plus cité au monde, et qui est un des, a développé une théorie, est l'un de ceux qui a développé la théorie du cerveau bayésien, qu'il a reprise parce que c'est pas lui qui l'a inventé, et il a travaillé en particulier sur une théorie assez révolutionnaire et un principe qui s'appelle le principe de l'énergie libre, qui s'inscrit dans une filiation notamment avec les travaux de Schrödinger. Et peut-être que vous connaissez ce petit livre magnifique de Schrödinger qui s'appelle What is Life, dans lequel Schrödinger a essayé d'expliquer la vie, qui est un projet très ambitieux, mais mine de rien, on pense notamment que ça a influencé la découverte de l'ADN, et c'est un livre, il y a énormément de biologistes notamment qui disent que ce livre a été une véritable révélation pour eux. Et Friston a écrit ce très bel article qui s'appelle donc Life as We Know It, dans lequel je trouve que son projet est le même que celui de Schrödinger, c'est-à-dire qu'il essaye de produire une hypothèse pour déterminer le principe fondamental des êtres vivants. Donc c'est extrêmement ambitieux, et ce principe fondamental, ce serait le principe de l'énergie libre. Alors ça, je vais essayer de le décrire en 2 minutes, mais c'est assez compliqué puisque ça nécessite de repartir des modèles de la physique, en particulier la notion d'entropie. Il y a plusieurs manières de considérer l'entropie en physique, mais pour le dire très simplement, l'entropie est une mesure de l'ordre ou du désordre d'un système. Et l'idée de Friston, c'est que les organismes vivants, une cellule par exemple, parce que tous les organismes vivants ont ce point commun d'être des cellules, c'est-à-dire d'avoir une membrane, et un dedans, un dehors, et ce qui caractérise les êtres vivants, c'est qu'ils parviennent
à limiter leur entropie interne. C'est-à-dire qu'ils arrivent à produire une entropie interne, de la négantropie, ils vont expulser de l'entropie à l'extérieur, et ils vont maintenir un équilibre par une membrane entre le dedans et le dehors. Et quand un être vivant perd cette membrane, il perd ce caractère d'être un organisme biologique, d'être un organisme vivant. Et donc, on peut faire des modèles computationnels très, très subtils de ce principe de l'énergie libre, avec tout un ensemble de formules de calcul de l'entropie. Et Freestone a appliqué donc cette hypothèse, donc ce principe de l'énergie libre, cette idée que tout organisme vivant doit réduire son énergie libre interne au risque sinon de mourir. Il a appliqué ce modèle au cerveau, et plus précisément à une théorie qu'on appelle la théorie du cerveau bayésien. Alors, ça fait appel à une autre notion, qui est celle donc, des statistiques bayésiennes, qui sont des statistiques dans lesquelles on a déjà des données a priori qui vont conduire à développer un système qui va tester à partir de nouvelles informations. Donc, on a en fait des informations a priori, et à partir de ça, le cerveau, si vous voulez, c'est une sorte, je vais revenir ensuite, de machine inférentielle, c'est-à-dire que le cerveau a ce que Freestone appelle un modèle génératif, c'est-à-dire un modèle de représentation interne du monde environnant, et ce système fait tout un ensemble de prédictions sur le monde environnant. Et donc, l'hypothèse de Freestone, c'est que le cerveau passe son temps à essayer d'affiner ses prédictions, à perfectionner son modèle génératif, de manière à diminuer l'écart entre ses prédictions internes et le monde environnant tel qu'il se présente. Et donc, le cerveau de l'être humain, mais c'est vrai aussi pour les mammifères, passerait son temps comme ça à perfectionner ses prédictions pour réduire l'entropie, pour réduire l'énergie libre. Alors, ce qui est amusant, c'est que pour développer ce modèle-là, quand vous regardez un petit peu, eh bien, on voit que Freestone, alors, comme je vous disais pour Kahneman, je ne sais pas, mais pour Freestone, les choses sont évidentes, c'est un fin lecteur de Freud. Et alors, je suis toujours amusé notamment par cet article, mais il y en a d'autres des comme ça, qui est quand même publié dans Brain, qui est une excellente revue de neurosciences, par Carhart Harris et Freestone, dans lequel vous avez ce petit tableau, dans lequel ils essayent de faire des sortes de parallèles entre, là en particulier, le moi et les processus secondaires, et tout un ensemble de connaissances neurobiologiques récentes, et ils vont citer, tout ce que vous avez à droite sur ce tableau, ce sont des citations extrêmement précises de Freud concernant un certain nombre d'hypothèses de Freud et qui vont quasiment essayer de tester expérimentalement. C'est-à-dire que pour ces chercheurs en neurosciences, de toute évidence, les théories de Freud sont extrêmement heuristiques et leur donnent des pistes de réflexion pour des modèles computationnels. Donc je trouve ça tout à fait intéressant et c'est un excellent exemple de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand des neuroscientifiques lisent du Freud, ça leur donne potentiellement des idées. Alors, pourquoi cette affinité, pourquoi cet intérêt de Freestone et puis d'autres neuroscientifiques pour Freud? C'est pas complètement surprenant. Parce qu'en réalité, ils ont un ancêtre commun, et Ariane en a parlé tout à l'heure, c'est toute l'école berlinoise de la psychophysiologie de l'époque, en particulier von Helmholtz, et de la théorie de la machine inférentielle, qui était déjà comme ça une sorte de pré-théorie du cerveau bayésien, c'est-à-dire le cerveau qui fait des inférences. Et cette école berlinoise, elle avait une approche qui consistait à utiliser des théories et des principes de la physique et de les appliquer pour la compréhension des organismes vivants. Et Freud a été profondément influencé par cette école berlinoise, qui était extrêmement influente à l'époque. Et donc, d'une certaine manière, des neuroscientifiques comme Freestone sont dans l'affiliation de von Helmholtz et Freud également. Et donc, c'est pour ça qu'à un certain moment, ce sont deux modèles, comme je vous disais, qui ont un ancêtre commun. Et donc, c'est pour ça que ce sont des modèles qui parviennent à dialoguer assez facilement. Il y a un présupposé épistémologique, c'est l'idée qui permet à ces modèles de communiquer, c'est l'idée que l'étude de l'association psychique par l'association libre a un corrélat au niveau de l'association neuronale. Et dans les travaux de Freud, je vous ai mis notamment un petit schéma qui fait, je crois, en 1891, il fait d'autres schémas un petit peu différents, vous savez, notamment dans l'aide 52 Fliss, où il essaye comme ça de faire, il est neurologue, hein, donc il essaye comme ça de faire une sorte de théorie des réseaux associatifs à partir des données qu'il récolte finalement comme analyste. Et donc, alors
on pourrait discuter ça. Est-ce qu'il y a vraiment un parallélisme entre le fonctionnement associatif sur le plan psychique et un associationnisme neuronal, en quelque sorte? Mais en tout cas, il y a cette idée-là qu'on retrouve dans ces modèles connexionnistes des neurosciences et qu'on retrouve dans certains des modèles épistémologiques qui sous-tendent la psychanalyse. Car si on s'intéresse à la question de l'association libre, forcément, on en arrive à un moment donné à la question de la liaison psychique, et plus précisément la liaison par la psyché des éléments sensoriels, perceptifs et représentationnels, avec cette idée que le fonctionnement psychique est une sorte de grande toile avec des connexions, et que, comme je vous disais tout à l'heure, parfois, du fait par exemple d'un épisode traumatique, il y a quelque chose dans le flux psychique, dans la liaison psychique, dans l'interconnexion entre les neurones, qui est, entre guillemets, qui est bloqué, et on va donc, par l'association libre, pouvoir repérer ces ratés du fonctionnement psychique, et c'est également ce qui intéresse les neurosciences et les travaux de Friston avec ce modèle donc, du principe de l'énergie libre. Donc, alors je reviens du coup, je refais la passerelle vers Friston, qui part donc de la notion d'entropie, qui est donc, comme je vous disais, une mesure de l'organisation ou de la désorganisation d'un système. Plus l'entropie est grande, plus le système est désorganisé, plus il y a un risque d'effraction d'un organisme biologique. Cette entropie dans l'environnement devient à l'intérieur du système biologique, et notamment à l'intérieur du psychisme et de l'appareil psychique, de l'énergie libre. Et là, c'est très intéressant de voir que cette notion d'énergie libre, bien sûr, vous savez, elle est très importante pour Freud dans ses modèles, et on retrouve cette notion d'énergie libre dans les travaux de Friston. Alors, ils n'en font pas exactement la même utilisation, mais ça se ressemble quand même. Pour Freud, alors là, je ne peux pas faire la généalogie de cette notion d'énergie, il faudrait remonter à Newton, parce que Freud utilise en fait les théories newtoniennes qu'il applique comme ça dans le fonctionnement psychique, mais en gros, Freud fait une distinction entre l'énergie libre et l'énergie liée. Et quand l'énergie n'est pas liée dans l'appareil psychique, eh bien cette énergie libre, comme ça, elle a un caractère d'excitation et de non-liaison qui peut attaquer l'appareil psychique. Et chez Friston, cette énergie libre correspond à un écart entre les prédictions du cerveau bayésien et les données perceptives, sensorielles qui arrivent de l'environnement. Et quand il y a un écart, eh bien, il se produit une sorte d'écart énergétique dans l'appareil psychique, dans le cerveau, et ça, c'est ce qu'il appelle l'énergie libre, qui, pour vous, ça va peut-être vous parler davantage, subjectivement, va être ressenti sous forme de surprise. C'est-à-dire que lorsqu'on est surpris, c'est, pour le dire en termes de Friston de manière un petit peu grossière, c'est parce qu'il y a un écart entre les prédictions de notre cerveau et ce qu'on rencontre dans l'environnement. Et là aussi, on pourrait faire des passerelles vers Freud, c'est-à-dire que quand l'état de surprise est trop grand, dans quoi est-ce que l'on va rentrer? On va par exemple rentrer dans l'effroi. L'effroi, c'est un état de surprise qui est tellement grand, avec un écart qui est tellement important entre nos représentations et ce qui se passe à l'extérieur qu'on ne peut pas l'intégrer et qu'on est débordé. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est avec une hypothèse que je vais développer maintenant. C'est l'idée que l'association libre est essentiellement, mais pas uniquement, un processus de régulation de l'énergie libre, et que dans cette espèce de cerveau bayésien tel qu'il est décrit par Friston, cette machine inférentielle de von Helmholtz, l'association libre n'est pas du tout quelque chose de ludique, d'amusant, voilà, comme on entend parfois, c'est-à-dire on ne fait que parler. En réalité, l'association libre est un processus fondamental de régulation et de transformation de l'appareil psychique, et ce n'est pas un hasard si, dans les pratiques analytiques, on a à ce point recours à l'association libre. Alors, un petit schéma pour commencer la réflexion dans cette perspective. Donc, première idée, c'est qu'on part donc des états perceptifs et corporels qui doivent traiter cette entropie, cette énergie libre, qui est traitée ensuite par tout un ensemble de structures hiérarchiques du cerveau. Et on a ensuite ce qui caractérise en particulier l'espèce humaine, c'est ça qui probablement nous distingue d'un certain nombre d'espèces animales, c'est qu'à un moment donné, ce fonctionnement cérébral passe par un autre, se traduit notamment par l'intégration d'une fonction que Bion appelle la fonction alpha, et que cette intégration de soi, de son propre fonctionnement biologique et cérébral, médiatisé par un autre, ouvre sur un autre champ. Il y a une sorte de frontière, de barrière ontologique entre la matière cérébrale et la matière psychique, et on rentre là dans l'expérience subjective, on rentre dans le ressenti, on rentre dans la représentation, c'est-à-dire comment l'autre nous permet de rentrer dans un rapport de
un autre rapport à nous-mêmes, en quelque sorte. Et que l'esprit pourrait être considéré, de ce point de vue-là, comme une sorte de fonction du cerveau, qui n'est pas réductible au cerveau, qui émane du cerveau, mais qui est... Le cerveau, la matière biologique, est subvertie par ce passage par l'autre qui caractérise l'humain et les sociétés humaines. Et quand on veut étudier cette expérience subjective, eh bien, le meilleur outil, c'est cette association libre qui est une sorte d'expression spontanée de l'expérience subjective. Alors, probablement, ce qui se passe dans les cliniques psychanalytiques, sachant qu'il y a des degrés d'associativité, que ce soit dans un dispositif divan-fauteuil classique psychanalytique, ou que ce soit, par exemple, dans une pratique hospitalière auprès au chevet d'un patient, il y a des degrés d'associativité qui varient selon le dispositif, qui varient selon le patient. Et probablement, ce qui se passe quand on a recours comme ça à l'association libre, eh bien, il se produit une augmentation de ce que les neurosciences appellent des processus bottom-up, c'est-à-dire l'idée qu'il y a quelque chose des processus, pour le dire en termes peut-être plus psychanalytiques, il y a quelque chose des processus affectifs, des processus primaires qui augmentent, et en même temps, il y a une diminution des processus plutôt d'inhibition qui sont davantage du registre notamment de ce qu'on appelle les processus top-down, c'est-à-dire les processus cognitifs secondarisés. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand on demande à un patient de rentrer dans un état d'association libre, en fait, c'est difficile de rentrer dans un état d'association libre. Parce que habituellement, on passe notre temps à contrôler ce qu'on dit, à contrôler la manière dont on le dit, l'adresse de ce qu'on veut dire, l'effet qu'on cherche à avoir sur la personne qu'on a en face de nous. Et donc, l'association libre passe comme ça par une sorte de dérégulation d'un certain nombre de fonctions d'inhibition. Et en même temps, ça permet d'accroître comme ça quelque chose des processus primaires. Je vais revenir sur cette idée. Mais pour approfondir cette idée, il faut que je fasse un petit pas de côté avec un autre article qui me paraît être un article vraiment important, qui a été publié cette fois-ci par Mark Solms, qui est qui est un professeur de neuropsychologie, psychanalyste en Afrique du Sud, l'un des fers de lance de la neuropsychanalyse. Et donc, il a écrit ce très bel article qui s'appelle The Conscious ID, qu'on pourrait traduire par le ça conscient. Et dans cet article, Solms fait l'hypothèse, il fait une sorte de critique d'un abord corticocentrique de la conscience. Et alors, qu'est-ce que c'est que cet abord corticocentrique de la conscience? C'est l'idée qu'on retrouve chez Freud et chez d'autres auteurs en psychanalyse, et pas uniquement en psychanalyse, hein, c'est pareil en neurosciences, l'idée que la conscience arriverait en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'il y aurait des niveaux de représentation, des représentations de choses, des représentations de mots, et qu'à un moment donné, l'expérience consciente serait le niveau le plus élevé comme ça de l'appareil psychique, comme vous le voyez sur ce petit schéma qui s'inspire des schémas de Freud, mais là qui est traduit en anglais. Et en fait, ce que dit Solms, il dit, ça c'est faux. Il dit, en fait, la conscience n'émerge pas, en gros, avec le langage, des représentations très secondarisées. La conscience, il existe une conscience affective première, peut-être même, et ça c'est une théorie que je trouve assez fascinante, qui est notamment évoquée par Stanislas Dehaene dans le Code de la conscience, peut-être qu'il y a déjà, comme dit Bion, une lueur de conscience dès la naissance. Et qu'en fait, il y a déjà une forme de conscience, une conscience affective première, alors que Solms va rattacher au système réticulaire notamment, et que cette expérience de conscience affective première est là d'emblée, et vous allez voir, ça change les choses au niveau de la manière de considérer l'association libre, et que, en réalité, la fonction essentielle du cortex serait de stabiliser les objets mentaux, qui, je trouve, est une idée tout à fait extrêmement élégante. Voilà une petite citation plus précisément de Solms. Il dit « La fonction essentielle du cortex est de générer des représentations stables de solides mentaux qui, lorsqu'ils sont activés ou investis par la conscience affective, permettent au moi de se représenter lui-même dans le monde et de penser. » Donc ce qu'essaye Solms d'expliquer, c'est qu'en fait, il y a une forme de conscience primaire, et ensuite il y a une sorte de conscience secondaire qui passe notamment par une forme de solidification des représentations. Et donc, plus précisément, l'expérience consciente permettrait de réguler l'énergie libre et de maintenir l'homéostasie. Puisque dans cet article, Solms s'inspire des travaux de Friston. D'ailleurs, il y a eu des dialogues extrêmement intéressants entre Friston et Solms. Et donc, l'hypothèse qu'ils développent un petit peu tous les deux, c'est qu'en fait, pourquoi sommes-nous conscients? Nous sommes conscients pour que le cerveau bayésien puisse mettre à jour ces systèmes prédictifs.
C'est-à-dire que si on était parfaitement adapté à notre environnement, si nous n'étions jamais surpris par notre environnement, eh bien, il n'y aurait plus d'écart, il n'y aurait plus d'énergie libre et il n'y aurait plus de conscience. On serait comme ça une sorte de zombie parfaitement adapté. Et ça questionne même certaines espèces animales, vous savez, qui sont uniquement finalement dans l'instinct. C'est parce qu'elles sont tellement adaptées à leur environnement que finalement, elles n'ont pas besoin d'une expérience consciente. Or, ce qui caractériserait l'espèce humaine, ce serait justement ce besoin d'être conscient pour réussir à constamment mettre en place des systèmes de prédiction toujours plus raffinés. Et donc, plus précisément, l'activité consciente, dans cette perspective, permettrait de lier l'énergie libre par un travail de stabilisation, de figuration des représentations mentales. Alors voilà un petit peu ce qu'essaye d'expliquer Somme dans cet article. Et quand moi j'ai essayé de tirer ce fil-là, je me suis dit, mais finalement, bon, la conscience, vous savez, c'est extrêmement complexe, il y a plein de manières d'aborder la conscience, mais est-ce que l'association libre, qui se fait dans une expérience consciente, qui est une exploration de l'activité consciente, est-ce que l'association libre ne rendrait-elle pas compte de ce travail de régulation de l'énergie libre par un travail de représentation et de liaison psychique? C'est-à-dire que, en fait, on voit à l'œuvre, en quelque sorte, ce travail du cerveau bayésien par l'intermédiaire de l'association libre qui permet, comme ça, de réguler, de réduire, de lier l'énergie psychique. Petit pas de côté supplémentaire, si vous me suivez toujours, ce sont tous les travaux depuis 2004, les travaux de Treikel en particulier, sur réseau du mode par défaut. Alors je pense que vous connaissez tous ce réseau du mode par défaut qui est très à la mode, c'est un peu comme les neurones miroirs. Ce sont des neuroscientifiques qui à un moment donné ont été très surpris parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils ne demandaient rien à une personne, notamment par exemple dans un IRM fonctionnel ou dans un EEG, quand on leur demandait rien, on leur demandait pas de faire une tâche cognitive en particulier, il y a comme ça un mode du cerveau qui se met en place, un mode par défaut. Avec, donc là je vous ai mis une petite image qui montre certaines des zones, des connectivités cérébrales associées à ce mode par défaut. Donc déjà en soi, c'est tout à fait intéressant qu'il y ait comme ça un mode par défaut. Et Friston et Carartaris, mais en particulier Carartaris, qui est un jeune chercheur en neurosciences qui a beaucoup travaillé à Londres et qui fait des choses absolument formidables, eh bien, a fait l'hypothèse que ce travail de liaison psychique qui se fait par l'expérience consciente serait lié à ce réseau du mode par défaut, qui a notamment pour particularité de se mettre en mouvement, de se mettre en branle, de s'activer quand le réseau de science n'est pas activé. C'est-à-dire quand les réseaux qui traitent l'attention, qui traitent la perception sont désactivés ou sont moins activés, eh bien, il y a cet autre réseau qui se met en place. C'est pour ça qu'il s'active quand on ne fait rien. Et on se rend compte que ce donc, réseau du mode par défaut est corrélé avec des tâches de métacognition, avec des tâches de réflexivité. On observe qu'en plus, il va diminuer l'activité des niveaux d'organisation inférieure, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va éponger l'entropie, l'énergie libre qui provient des processus affectifs et des processus beaucoup plus archaïques dans le fonctionnement psychique. Et donc, ils en sont arrivés à cette hypothèse que le réseau du mode par défaut serait en quelque sorte une sorte de corrélat neurobiologique du moi qui permet de réguler l'énergie libre provenant des processus primaires. Alors, il faut toujours être extrêmement prudent quand on essaye de passer d'une entité conceptuelle psychanalytique à des données objectives de la recherche en neurosciences. Il faut être extrêmement prudent. Mais mine de rien, quand vous étudiez dans le détail les publications sur le réseau du mode par défaut, que vous regardez un peu la conception du moi de Freud, qui là aussi est très complexe, qui évolue dans le temps, il y a des ramifications tout à fait intéressantes. Et il y a notamment un élément que j'ai trouvé absolument fascinant, c'est une très belle publication de 2018. Ce sont des chercheurs qui ont fait une étude longitudinale pour étudier la connectivité cérébrale et pour voir son articulation en fonction des soins maternels. Et ils se sont rendus compte que les soins maternels modifiaient la connectivité cérébrale, alors ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'on parle toujours, vous savez, des troubles neurodéveloppementaux, comme si c'était un truc comme ça qui était extrêmement rigide, voire même qui découlait directement de la génétique, mais on a maintenant des études qui montrent que la connectivité cérébrale est modifiée en fonction des soins maternels. Donc déjà, en soi, je trouve que c'est une donnée absolument essentielle pour comprendre le fonctionnement de l'appareil psychique. Et ils ont remarqué en particulier que la qualité des soins maternels allait modifier la connectivité du réseau du mode par défaut. Donc on voit bien comment il y aurait comme ça une sorte d'arrimage du moi, du nourrisson, du bébé, de l'enfant sur les capacités moïques, en quelque sorte, des parents.
et qu'il y aurait comme ça une sorte d'internalisation de ces fonctionnements psychiques qui, bien évidemment, ne sont pas réductibles à ce niveau biologique, mais qui s'inscrivent quelque part sur le plan biologique. Et donc, l'association libre serait en lien avec ce réseau-là. Alors, j'ai essayé de faire une sorte de modèle de tout ça, et on peut imaginer qu'on part donc à gauche des processus des stimulations sensorielles, de certains réseaux, donc le réseau dorsal et le réseau de science. On a ensuite le niveau d'une conscience primaire, avec des processus primaires, un langage de l'affect, des émotions. On évolue davantage dans le principe de plaisir, dans le registre du sein, avec des niveaux d'entropie élevés. On a de l'autre côté la conscience secondaire, avec des processus secondaires, quelque chose davantage de genre de la réflexivité, des représentations de mots. On est beaucoup plus proche de ce que Freud appelle le principe de réalité, de surmoi, avec une entropie qui est beaucoup plus faible. Et l'association libre, et quand on place une personne en association libre, ou qu'elle se place d'elle-même dans cet état d'association libre, activerait peut-être ce réseau du mode par défaut, activerait peut-être aussi cette sorte de fonction psychique très particulière que Bion a essayé de théoriser avec sa notion de fonction alpha, où on serait davantage dans un principe de constance qui consiste à essayer de réguler quasiment dans des processus tertiaires à l'interface des processus primaires et des processus secondaires, et on est beaucoup plus dans quelque chose qui ressemble ou qui se rapproche des processus et du travail du moi, avec une entropie comme ça qui est régulée. Alors, Carartaris est allé encore un peu plus loin, je l'évoque très rapidement, mais c'est passionnant, et je veux quand même vous en dire deux mots si vous ne connaissez pas ses travaux. C'est l'hypothèse du cerveau anthropique, et il utilise déjà depuis quelques années des psychédéliques pour étudier les effets sur le cerveau de ces psychédéliques. Et on observe que quand vous prenez par exemple de la psilocybine, eh bien ça va catalyser, ça va augmenter d'une manière extrêmement visible la connectivité intracérébrale, mais à des niveaux primaires. C'est-à-dire que pour vous le dire, mon idée est la suivante, la psilocybine fait le même effet que l'association libre, mais de manière décuplée. Et qu'on peut étudier les principes de l'association libre et ces sortes de corrélats neurobiologiques en étudiant de manière extrême les effets de la psilocybine, qui ont pour effet d'augmenter l'entropie interne, la connectivité, et le désordre, parce que c'est ça l'entropie, c'est pas uniquement la connectivité, c'est une connectivité mais complètement désorganisée, qui se traduit notamment par des épisodes ou des vécus hallucinatoires, des vécus mystiques, et en même temps ça vient inhiber les processus secondarisés. Et donc il a comme ça cette très belle hypothèse du cerveau anthropique, avec l'idée qu'il y a des états de faible entropie, dans le coma, dans la dépression, dans les addictions, et des états de haute entropie, où on va retrouver par exemple, des états de rêverie. Et je pense que dans le dispositif analytique, quand celui-ci fonctionne, quand l'analyste et l'analysant, parce que je pense que ça se joue beaucoup quand même dans le dispositif divan-fauteuil, quand il y a quelque chose comme ça d'une rêverie qui est très approfondie, avec des processus de régression, de figurabilité, se joue quelque chose d'une entropie élevée qui ensuite va être régulée et remaniée avec des mouvements comme ça d'entropie extrêmement complexes. Alors j'en arrive à la dernière partie de mon exposé, mais je vois que j'ai déjà beaucoup parlé. Est-ce que vous êtes prêts à m'écouter encore 5-10 minutes sur une sorte de synthèse de tout cela dans une perspective plus clinique? Moi, ça me va. Bon, oui. Allez. Les deux personnes qui ont dit oui ont emporté le morceau. Donc, parce que tout ça, je ne sais pas si vous me suivez, je suis désolé, je vais un petit peu vite sur des notions compliquées, mais ça a un impact sur la manière de travailler en clinique. Première idée, quand on essaye de modéliser l'association libre, c'est un petit peu quand on essaye de modéliser le jeu, le rêve. C'est extrêmement complexe. Pourquoi? Parce que la nature est très feignante et elle a pour habitude de recycler un même processus quand ce processus fonctionne. Et c'est la même chose pour l'association libre qui a plusieurs fonctions. Elle a probablement une fonction d'expression. Elle permet de s'exprimer, notamment dans un dispositif thérapeutique. Elle permet d'explorer son expérience psychique interne. Elle permet, durant ce travail d'exploration, d'effectuer un travail d'inscription. Et là, on pourrait faire des parallèles avec, par exemple, la théorie des agonies primitives de Winnicott, des terreurs sans nom de Bion, avec l'idée que le non inscrit, le non subjectivé, ce qui est traumatique, qui n'a pas été subjectivé, peut s'inscrire par l'intermédiaire de l'association libre. Mais ça n'est pas uniquement cette inscription comme ça d'éléments traumatiques, parce que là on serait sur un modèle cathartique naïf. C'est aussi un travail parfois de détraduction et de retraduction, comme dit la planche. L'association libre, ça permet de dire les choses pour les redire, mais autrement.
et que ce travail de traduction est extrêmement important, notamment pour favoriser la réflexivité, c'est-à-dire c'est détraduire pour retraduire pour mieux dire. Et mieux dire, c'est parvenir à une forme de réflexivité sur son expérience propre, une appropriation subjective qui passe par ce travail de réflexivité, et l'ensemble de ces éléments d'expression, d'exploration, d'inscription, de traduction et de réflexivité induisent des mouvements de symbolisation et des mouvements de transformation. Donc une nouvelle fois, cette idée toute simple de demander à une personne de parler spontanément de ce qui lui vient à l'esprit à une autre personne sans se contrôler, en réalité induit une myriade, un kaléidoscope de processus extrêmement complexes qui produisent très probablement des transformations de la personnalité qui sont extrêmement profondes. Et vous savez qu'on a depuis environ 2 à 3 ans des études, notamment menées en Allemagne, qui commencent à étayer cette hypothèse et qui montrent que, par exemple, quand vous comparez un groupe de patients qui souffrent de dépression, ils vont faire uniquement une TCC ou ils vont faire une approche psychodynamique en thérapie, on voit que les symptômes diminuent dans les deux groupes, mais que la structure profonde de la personnalité change beaucoup plus chez les patients qui ont eu une psychothérapie psychodynamique. Et je crois qu'on ne peut pas en rester uniquement à cet étayage empirique, il faut comprendre pourquoi ça se transforme. Et je crois que l'association libre est l'une des voies de compréhension. Il me reste 2 slides. Alors, quand on prend tout cela en compte, ça complexifie largement la question de l'association libre avec l'idée qu'il y a plusieurs types d'associativité. Il y a une associativité du côté du patient, avec une associativité du registre des processus primaires, une associativité de l'ordre d'une conscience affective primitive, plutôt du registre du ça, si on est un petit peu schématique, et cette associativité primaire du patient rencontre une associativité primaire du clinicien. Et là, on échange dans le registre du langage non verbal, un langage émotionnel, on est dans le champ de la copensée, de la copsychéité, on est dans ce que une psychanalyste israélienne qui s'appelle Oprah Eckel appelle le processus d'être ensemble, et on est comme ça dans une co-associativité affective, dans une sorte d'associativité primordiale, ce que René Roussillon a également proposé d'appeler une identification narcissique de base. Et donc, première idée pour la pratique clinique, c'est qu'il ne faut pas en rester à une association libre du registre du langage. L'essentiel peut-être de l'associativité de l'association libre se joue dans le langage des corps, le langage des affects, dans la manière dont on bouge son corps et que le patient communique aussi de cette manière-là. Et il se passe des choses de la transformation psychique dans ce registre-là. Et puis, on a les processus secondaires, avec là quelque chose effectivement d'une association libre qui passe par les mots, avec également un clinicien qui lui aussi associe avec des mots. J'ai mis des petites flèches parce que là, on voit bien que c'est essentiellement le patient qui parle oralement de ces associations, hein, le plus souvent. Donc on est là plutôt dans le langage verbal, la prise de conscience, la réflexivité. Pour le dire en termes de Bion, on est beaucoup plus proche du modèle du fait choisi, avec une associativité secondarisée. Mais ce qu'il ne faut pas faire, et qui me paraît très dangereux, c'est de se focaliser uniquement sur cette associativité secondarisée de l'ordre du langage, parce qu'on assèche quelque chose de l'ordre de l'associativité primaire, et très probablement que l'association libre est non seulement ces processus primaires et secondaires, mais aussi une articulation, un travail d'articulation complexe entre ces deux niveaux. Et donc je vais terminer là-dessus, sur l'idée que, alors, tout d'abord, quand vous regardez les modèles neuroscientifiques du cerveau bayésien, de la psychiatrie computationnelle de l'énergie libre, c'est très complexe, avec des modèles mathématiques d'un grand raffinement, mais malgré ça, ils sont à un niveau extrêmement simpliste de l'appareil psychique. Et ça, c'est quand même important de le rappeler, et qu'ils sont encore à des années-lumière de la subtilité, de la finesse des modèles psychanalytiques. Et en particulier, souvent les neuroscientifiques, et ça, ils en sont à essayer déjà de comprendre comment marche cette machine associative. Alors que les cliniciens, la plupart du temps, eux, ce qui les intéresse, c'est pas simplement comment ça marche, c'est comment ça marche pas. Quels sont les ratés de l'association libre? Et souvent, ce qu'on écoute dans l'association libre des patients, c'est les lapsus, c'est les blancs. Donc, c'est pas uniquement la machine associative, c'est tout ce qui est rate dans la machine associative. Deuxième élément très important. On pourrait arriver à un modèle très simpliste, malgré son raffinement, c'est quand même le cas du modèle de Friston et Carartaris, c'est l'idée que le moi, comme ça, il vient réguler, il vient faire uniquement un travail de synthèse. Mais l'association libre, c'est beaucoup plus complexe, et c'est ce que ne cesse notamment de rappeler Bolas et Barat. La psychanalyse, il y a Lise à la fin. Lise, comme en chimie, quelque chose de l'ordre de la décomposition. L'association libre, elle ne fait pas simplement un travail de synthèse, elle ne fait pas simplement réduire l'énergie libre. L'association libre, quand elle fait ce travail de décomposition, elle fait également une augmentation de l'énergie libre. On voit bien comment les patients, quand ils associent, parfois ils sont surpris. Donc on voit bien comment il y a des phénomènes d'augmentation en réalité de l'énergie libre,
avec parfois un degré qui est tellement élevé qu'on est dans des processus de régrédience hallucinatoire extrêmement profonds, comme ce qui a été décrit notamment par les Botella. Et donc tout ça montre l'importance, et je crois que tous ces travaux dont je vous ai parlé étayent l'importance, l'intuition de Reich, vous savez, des états de surprise dans les dispositifs analytiques, et ce que Bion a appelé la capacité négative. Capacité négative, c'est justement le fait d'accepter de ne pas savoir et d'être confronté dans l'espace thérapeutique à des phénomènes comme ça dérégulés pour pouvoir les symboliser. Et c'est là qu'on rentre donc dans un modèle de la symbolisation et de l'association libre tel que l'a proposé René Roussillon, qui conduit naturellement à une autre notion que je trouve très élégante, qui est très parlante, qui est celle qui a été proposée par Anne Brun, d'associativité formelle. Car si on suppose qu'à un moment donné, les dispositifs cliniques d'orientation psychanalytique visent justement à déréguler quelque chose des processus primaires pour remettre en branle quelque chose d'une associativité primaire, on voit très bien, par exemple, avec des enfants autistes, que lorsqu'on utilise des médiations thérapeutiques comme la peinture, il y a quelque chose de la réorganisation comme ça de ces processus associatifs qui passe par l'objet et qui passe pas par le langage parlé. Il y a comme ça une associativité formelle qui se joue dans des états de surprise et qui permettent de transformer le fonctionnement psychique, et c'est ça qui m'a conduit à cette notion de transmodalité symbolisante. C'est-à-dire comment il y a des transferts d'associativité, et par exemple, quand un patient est bloqué dans le langage parlé, le fait de passer par un certain nombre de médiations thérapeutiques semble permettre comme ça des sortes de réseaux associatifs, et que le fait de passer d'une modalité à une autre, qui est quelque chose, vous le savez, qui est fondamental dans le développement de la psyché, comme l'a montré notamment Stern, c'est que ce principe de transmodalité est symbolisant. C'est le fait comme ça de passer en contrebande, en quelque sorte, d'une modalité de symbolisation, d'une modalité d'association libre à une autre, qu'on va faire des effets thérapeutiques, même si, et ce sera la conclusion de ma conclusion, il y a toujours un reste, c'est-à-dire que le processus de symbolisation conduit toujours à une perte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par l'association libre, être dans une réflexivité totale du fonctionnement psychique, et il y a toujours ce que Green appelle de cette belle formule, quelque chose de l'ordre de la réserve de l'incréable, avec cette idée aussi que l'association libre ne doit pas conduire à essayer de contrôler comme ça l'appareil psychique, essayer de le comprendre entièrement, et qu'il y a quelque chose de l'associativité qui doit toujours peut-être demeurer dans l'ombre pour produire les transformations psychiques les plus profondes. Voilà, j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais j'ai pu vous dire tout ce que j'avais envie de vous dire, et je vous remercie de votre attention.